Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire autour des neurosciences au service des apprenants pour des formations redoutablement efficaces. Donc, je serai votre hôte aujourd'hui. Je suis Nastasia L'Esprit, formatrice en management et coach au sein du cabinet d'Eco-Conseil basé à Marseille avec un beau soleil qui nous accompagne aujourd'hui. Donc, on espère vous en faire profiter aussi à travers cet écran. Et je suis accompagnée d'Audrey Giner, qui sera aussi votre hôte dans le chat pour répondre à toutes vos questions et pour vous accueillir de la meilleure manière possible. Donc, ravie de vous accueillir. Un petit mot sur ECO avant de démarrer. Donc, on est un cabinet spécialisé dans la transformation des organisations. On propose du coaching individuel, collectif, de l'accompagnement à la mise en place de nouvelles stratégies, la formation, le développement des compétences managériales. Et aujourd'hui, le sujet qui nous anime, c'est le sujet des neurosciences, sur lequel on va creuser un petit peu. Alors, je vous présente tout d'abord le sommaire de ce webinaire de 45 minutes. On va d'abord s'intéresser aux neurosciences, comment notre cerveau fonctionne, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de notre cerveau, et ensuite on basculera sur le neurolearning pour arriver tranquillement sur l'apprentissage, qu'est-ce qui fait qu'on peut lier notre cerveau avec la façon dont on apprend les choses et s'assurer de maximiser, de capitaliser sur ce fonctionnement-là, avec les 4 grands filtres de l'apprentissage qu'on verra, et en finalité, parce qu'on a envie de vous donner plein d'outils, une grande boîte à outils avec laquelle vous allez pouvoir repartir, on va se concentrer sur les facteurs qui déterminent la vitesse et la facilité d'apprentissage de l'adulte. Alors, vaste question, comment fonctionne notre cerveau ? L'homme et l'apprentissage. Pour vous donner quelques chiffres, mais pas trop non plus parce qu'on n'a pas envie de vous donner mal à la tête tout de suite, il faut savoir que notre cerveau est un système extrêmement complexe qui comporte environ 86 milliards de neurones. Des neurones, on en perd, oui, mais aussi on en gagne à force d'apprendre. Et plus on apprend, plus on a de facilité à apprendre. En fait, il faut savoir qu'on a 10 000 connexions neuronales qui se font. Donc, quand on apprend, les connexions se créent. Et puis, quand on apprend d'autres choses, on fait des liens entre les connexions. Et c'est ce qui facilite ce fameux apprentissage. Le cerveau, il est remodelable à vie et il est programmé pour apprendre encore et encore et encore. Et c'est ce qu'on appelle la neurogénèse, qui est donc la capacité de pouvoir générer des neurones où les exercices et les apprentissages vont aller stimuler ces neurones. La neurogénèse, on arrive à ce qu'on appelle le neurolearning. Le neurolearning, c'est quoi? C'est en fait la combinaison de la capacité de notre cerveau à apprendre avec la façon dont on peut améliorer cet apprentissage par la connaissance de ce fonctionnement. Et donc, ça introduit ce neurolearning. Le fameux suffixe nous permet en fait d'être vraiment totalement focalisé, d'être à 100% concentré sur l'apprenant qui est en fait l'acteur de sa formation. C'est-à-dire de prendre plein de ressources à droite à gauche en disant on verra comment ça fonctionne. On part de l'apprenant et donc c'est lui qui est au centre et les ressources sont en fait autour et vont venir nourrir l'apprenant et nourrir sa capacité d'apprentissage. Le principe, c'est vraiment de pouvoir s'appuyer sur les découvertes issues des neurosciences pour proposer les meilleures conditions d'apprentissage pour les apprenants. Vous allez me dire, quel intérêt de rapprocher science du cerveau et méthode pédagogique? En fait, l'objectif, c'est de pouvoir faire évoluer les bonnes pratiques d'apprentissage à travers vraiment des preuves concrètes scientifiques de la façon dont le cerveau apprend. Et en fait, ces mécanismes neurobiologiques, elles sous-tendent la fameuse cognition, qui est l'ensemble des processus qui permettent le traitement de l'information et la constitution des connaissances. Et donc, cette cognition prend en compte la perception qu'on a de notre monde et notre environnement, l'attention qu'on peut avoir sur un sujet, la mémoire qu'on peut développer sur ces fameux sujets, le langage, le raisonnement, la prise de décision. La petite image en bas à droite, ça vient introduire ce qu'on appelle les biais cognitifs, qui n'est pas l'objectif du webinaire aujourd'hui, mais qui sont aussi des transformations de la façon dont notre cerveau perçoit les choses. Et vous voyez sur l'image, si vous êtes du côté gauche du petit bonhomme, vous allez voir 4 bâtons, et si vous êtes du côté droit, vous allez pouvoir en voir 3. Donc, pareil, il y a plein de fonctionnements qui viennent perturber notre cerveau, et il faut pouvoir le rendre vraiment acteur de son propre apprentissage. On se concentre maintenant sur ce qu'on appelle les 4 grands filtres de l'apprentissage. Quand on parle des 4 grands filtres, on parle tout d'abord de l'attention, qu'on voit un peu comme un goulot assez étroit. Et c'est vrai que s'il ne se focalise pas
sur une tâche requise, ça peut être difficile d'être sur un apprentissage. Notre attention, elle est vraiment extrêmement sélective et elle peut traiter qu'une seule chose à la fois. On le vérifie, on le voit beaucoup avec les enfants quand ils sont en bas âge, quand ils ont par exemple entre 3 et 7 ans, ils peuvent être très rapidement distraits par un papillon ou une jolie image ou autre, mais c'est aussi vrai pour l'adulte, bien sûr. Et donc, on peut traiter qu'une seule chose à la fois et on capte que ce qui nous intéresse, que ce soit en positif ou en négatif. Alors, si on se concentre sur le premier grand filtre de l'apprentissage, on a tout d'abord l'attention, qui est donc la concentration de l'activité mentale sur un point unique. Le cerveau est programmé pour avoir, il faut savoir, une attention maximale de 20 minutes sans interruption. Et donc, c'est important de pouvoir créer des ruptures après ces 20 minutes pour s'assurer de maintenir cette attention. Alors, je fais juste une petite actualisation pour être sûr que vous puissiez bien me suivre. Hop, parfait. Alors, je reprends du coup, je disais, sur les 4 grands filtres d'apprentissage, on a tout d'abord l'attention, qui est donc le principe de concentration de l'activité mentale sur un point unique. Et il faut savoir que notre cerveau est programmé pour avoir une attention maximale de 20 minutes sans interruption. Au-delà, c'est important de créer vraiment une rupture, de partir sur complètement autre chose pour être sûr de maintenir cette fameuse attention. On a en deuxième filtre de l'apprentissage, on a ce qu'on appelle la compréhension. Là, c'est le principe de pouvoir donner du sens à chaque information qui est apportée par cette attention. Et ce qui peut venir comme un frein, comme un filtre, c'est que en fait, le cerveau classe les informations dans des catégories parce qu'il déteste le néant. Il va chercher à mettre du sens systématiquement sur ce qui est important pour maintenir cette compréhension, de pouvoir faire ces fameux liens entre les neurones qu'on a pu voir précédemment pour s'assurer de maintenir un haut niveau de compréhension. Je suis au max. Également, ensuite, l'émotion, c'est-à-dire l'émotion qui est une fonction ressource qui nous donne de l'information. Et en fait, il faut savoir que lorsqu'on a une émotion qui nous arrive, notre cerveau perturbe notre attention car elle déplace nos priorités. Vous savez, il existe 4 d'émotions. On a la peur, la joie, la tristesse, la colère. On a aussi le dégoût et la surprise qui viennent en plus. Et en fait, une émotion, une information qui nous est donnée et l'information va nous arriver et jusqu'à temps qu'on prenne cette information, elle va continuer à venir. Pour vous donner un petit peu un exemple, c'est comme un facteur qui vient vous délivrer un recommandé. Si vous n'êtes pas là, il va revenir le lendemain et le surlendemain pour vous le faire signer et vous le faire accepter. Notre cerveau et les émotions, c'est la même chose. En fait, si on n'accepte pas cette émotion-là, elle risque de venir perturber tous les autres facteurs de l'apprentissage, donc notre attention, notre compréhension et également notre motivation. La motivation, qu'est-ce que c'est? C'est une source d'énergie qui pousse quelqu'un à agir. C'est-à-dire que il faut savoir que le cerveau est programmé pour ne pas gaspiller d'énergie, pour prendre les chemins les plus faciles et pour s'assurer vraiment d'être le plus confortable dans sa façon de fonctionner. Et donc, pour assurer d'avoir cette motivation-là, c'est important de prendre en compte tous les autres critères et de s'assurer qu'il n'y a rien qui vient polluer et gaspiller cette énergie. Il faut savoir que ces 4 filtres sont ce qu'on appelle interdépendants. C'est-à-dire, vous voyez à l'écran, sans attention, la compréhension, elle n'est pas possible. Sans compréhension, c'est compliqué de pouvoir mémoriser certaines choses. Et donc, mémoire et attention, il faut savoir qu'elles conditionnent toutes les autres fonctions exécutives, que ce soit le raisonnement, la résolution des problèmes, comment organiser nos actions en anticipant, comment planifier, comment prendre des décisions. On en parlait juste à l'instant, les émotions, elles influent fortement sur l'attention et sur la mémorisation, et également, sans motivation, l'attention est fortement compromise. Passons maintenant aux facteurs déterminants de la vitesse et la facilité d'apprentissage de l'adulte. Alors, ces spécificités, vous les avez à l'écran et on va ensuite les détailler et vous donner vraiment des outils concrets pour s'assurer de maximiser ces apprentissages. On a tout d'abord ce qu'on appelle le retour d'information.
quand on crée des parcours de formation, ce qui est important, au-delà des apports théoriques qu'on va pouvoir apporter, c'est vraiment prendre en compte la façon dont l'information est reçue et comment est-ce qu'on va pouvoir capitaliser sur ce qu'on reçoit pour s'assurer d'être dans un fonctionnement d'apprentissage et d'être dans du mieux fonctionner. Donc, le débriefing fait vraiment partie intégrante de l'efficacité des parcours, que ce soit sur des partages d'expériences, que ce soit sur des retours sur des actions mises en place, que ce soit par exemple sur la valorisation des acquis qui sont capitalisés et qui participent vraiment à ancrer durablement les apprentissages. On a ensuite ce qu'on appelle la consolidation par la répétition et l'entraînement. Là, de quoi est-ce qu'on parle? On parle le fait de pouvoir articuler autour d'un ensemble de dispositifs et d'actions vraiment très concrètes des sources d'apprentissage qui sont multipliées, qui sont répétées sous différentes formes bien sûr, et donc forcément ça facilite l'adhésion entre pairs. Ça, c'est important à garder en tête. Et on va voir juste après une méthode de partage entre pairs et qui permet vraiment d'être sur ce principe de consolidation, d'entraînement, parce qu'on est sur une récurrence de ces groupes qui se retrouvent et qui permet vraiment d'ancrer ces savoir-faire et ces savoir-être. On a ensuite ce qu'on appelle le besoin d'engagement actif. Bien sûr, quand on est dans l'apprentissage, on a besoin de pouvoir s'engager. Les apprentissages sont liés à partir de situations vraiment réelles, vécues et concrètes, ancrées dans notre quotidien. Et on s'approprie les enseignements par la mise en œuvre vraiment d'actions extrêmement concrètes. Et cette appropriation permet une implication extrêmement forte et pratiquement immédiate de la part des apprenants. Et le quatrième facteur, c'est celui de la focalisation de l'attention sur l'essentiel et dans la durée, bien sûr, puisque l'objectif dans la création de parcours, c'est de s'assurer que ce qu'on appelle à froid, donc quelques mois après la fin du parcours, les apprenants puissent avoir transféré éventuellement leurs apprentissages dans leur quotidien et que ce soit maximisé. Comment est-ce qu'on en parle sur ce sujet-là? Il faut savoir que les parcours, c'est important qu'ils puissent être animés par des experts de la gestion d'une dynamique spécifique d'apprentissage. Les parcours sont inscrits dans la durée pour ancrer les nouvelles pratiques, bien sûr. Si on rentre un petit peu dans le vif du sujet et dans concrètement les outils qu'on avait envie de vous livrer aujourd'hui, on a tout d'abord comment apprendre et retenir l'information. On parle du feedback. Le feedback, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment un solide levier pour l'apprenant qui lui permet de recevoir un retour d'information immédiat sur l'action qui est en cours et qui est constitutive de l'apprentissage. Ce qui est important à garder en tête, c'est que plus le retour est proche de l'action, plus l'impact sur l'individu sera fort et les actions correctives mises en place seront efficaces dans le temps. On dit que l'erreur est humaine, oui, mais elle est aussi indispensable. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu, notre cerveau fonctionne avec ce qu'on appelle des itérations, avec des cycles qu'on peut déposer en 4 étapes successives. Le cerveau, c'est vraiment des mathématiques. Le cerveau fait d'abord des prédictions sur une situation, sur un sujet, et ensuite, si on a un feedback qui est donné, le cerveau va pouvoir réfléchir, se dire, tiens, il y a une correction à faire sur ce sujet, et ensuite, je fais une nouvelle prédiction. On parle ici de cerveau statisticien. Si ça vous intéresse, je vous invite à vous renseigner dessus. C'est vraiment passionnant. Là, l'objectif avec le feedback et quel est son intérêt, c'est qu'il s'agit vraiment de continuellement corriger le tir grâce au retour d'expérience. Et c'est là où on est vraiment sur le fondamental, où l'erreur est vraiment indispensable. C'est-à-dire que si les signaux d'erreur nous permettent d'ajuster nos fameuses prédictions, l'apprentissage, lui, ne pourra se déclencher que s'il y a un signal d'erreur. Autrement, rien ne va changer, d'où l'importance du feedback. Il faut savoir que dans le même temps, la motivation positive et les encouragements stimulent cet apprentissage. Les meilleurs encouragements résident bien sûr dans le regard des autres et dans la conscience de progresser. Et c'est dans cet objectif-là qu'on a envie de vous partager 2 outils, 2 modèles de feedback qu'on utilise beaucoup dans l'accompagnement de nos apprenants, qui sont vraiment des outils qui facilitent la motivation et la reconnaissance de la personne qui va recevoir et même la personne qui va donner son feedback. On est sur quelque chose de donnant-donnant. Ça va être non seulement bénéfique pour la personne qui va le recevoir, mais ça va aussi l'être pour la personne qui va le donner. On se concentre d'abord avec ce qu'on appelle le modèle des 5 F
5F reprenant les 5 différentes catégories du feedback et qui sont chacune liées à une spécificité. Tout d'abord, on va parler du premier F, ce qu'on appelle le fit, c'est-à-dire, en anglais, fit, ça veut dire être bien au bon moment. Donc là, c'est vraiment s'assurer que c'est le bon moment, on se concentre sur les relations humaines. C'est vrai qu'on a tendance à se dire, quand par exemple on a envie de donner un feedback, une réunion vient de se passer, probablement quand c'est un feedback négatif, on a envie de le livrer à la personne immédiatement pour qu'elle puisse, de manière totalement bienveillante, pour qu'elle puisse capitaliser dessus et savoir ce qui s'est passé à chaud. Il faut prendre en compte le fait que la gestion émotionnelle de la personne est tout autant importante que le contenu du feedback qui va pouvoir lui être amené. C'est pour ça que c'est intéressant de poser la question, de se poser avec la personne en disant est-ce que tu es OK pour que je puisse te donner un feedback sur ce qui vient de se passer? La personne dit oui, on peut engager le feedback maintenant. La personne dit non, on programme un moment opportun pour les deux parties pour s'assurer que le feedback puisse être donné au bon moment. Ça, c'est le premier point à prendre en compte. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle les facts. Ce sont donc les faits, comme son nom l'indique en anglais, où là, on va être vraiment sur une description factuelle de la situation. On va être sur de l'observation très concrète et vraiment du non-jugement. On est sur un sens de la réalité. Par exemple, on va pouvoir s'appuyer sur des chiffres. Si on veut faire un retour sur une personne n'a pas été présente à un tel nombre de réunions, on va factuellement se dire lors des 2 dernières réunions, tu n'étais pas présent. Voilà. Factuellement, ce sont des choses que j'expose. On évite de rentrer directement trop dans le vif du sujet. On prend le temps et on découpe en différentes étapes. Ensuite, ce qui est important de garder en tête, c'est que le feedback, il parle de soi. C'est-à-dire, on est sur le troisième F qu'on appelle le from me. Là, c'est-à-dire quel effet il a eu sur moi, mon point de vue. Là, on est vraiment sur la conscience de soi, sur l'expression. Quand il s'est passé cet événement, voici l'effet que ça a eu sur moi, voici mon point de vue. Ce qui est important, c'est que là, on garde vraiment la responsabilité du feedback. On parle du jeu. On évite d'être dans le tu parce qu'on dit que le tu tue et on est sur un sentiment de reproche et c'est ce qu'on veut vraiment éviter au maximum. On veut que le feedback soit bénéfique. Donc, le from me, on est vraiment sur quel effet ça a eu sur moi. Je partage mon point de vue sur la situation. Ensuite, on passe sur le from you, c'est-à-dire que là, on va pouvoir questionner la personne sur l'effet sur toi, sur ton point de vue. Et là, on va pouvoir mettre en place ce qu'on appelle l'empathie, c'est-à-dire vraiment générer ce lien, ce rapport de confiance avec la personne pour être sûr de pouvoir l'accompagner sur l'effet que la situation a eu sur elle. Et ensuite, on est vraiment sur le futur. Là, on va être sur la projection positive de la suite, puisqu'une fois qu'on a établi la situation, ce qui s'est passé pour l'un et pour l'autre, qu'est-ce qu'on a envie d'en faire, bien sûr. Et donc là, on va pouvoir partir sur une ouverture, sur une grande flexibilité. Et on reste optimiste pour la suite. Qu'est-ce qu'on met en place? Qu'est-ce qu'on se donne comme solution, comme suggestion, comme option? Qu'est-ce qu'on prend comme engagement, une personne vis-à-vis de l'autre, pour s'assurer que la prochaine fois, les choses se passent mieux? Puisque quand on délivre un feedback négatif en tous les cas, c'est qu'on a envie que les choses se passent mieux la prochaine fois. Et quand on délivre un feedback positif, on a envie que les choses se passent encore mieux, on a envie de capitaliser sur ce qui vient de se passer. Donc, c'est vrai que la puissance vraiment de ce modèle, c'est la combinaison de différents facteurs qui permettent ce qu'on appelle l'accueil inconditionnel de la personne dans toute son entièreté, notamment par rapport à son ressenti émotionnel, ce qui est très important. Vous l'avez vu précédemment, les émotions viennent perturber notre mémorisation, notre compréhension, notre attention, donc c'est important de les prendre en compte. On a ensuite un deuxième modèle qu'on aime beaucoup également, qui s'appelle le feedback 3A, qui est donc là une technique qui va limiter les risques de biais dans la communication, les risques d'interprétation, peut-être les risques de jugement de valeur, les risques d'évaluation au lieu de faire des observations. Voilà, on essaie d'éviter au maximum en ayant une technique de feedback qui s'appelle donc le 3A. Avec, si on se concentre sur le premier A, on est sur ce qu'on appelle l'appréciation, c'est-à-dire on va pouvoir livrer à la personne qu'est-ce qu'on a apprécié dans l'état actuel des choses, où là, vraiment, on va pouvoir faire exprimer les réels éléments qu'on a aimés et qui apportent de la valeur dans la situation présente. C'est important. Ensuite, sur le deuxième A, on va pouvoir se concentrer sur ce qu'on appelle l'amplification, c'est-à-dire en partant du précepte de ce qui a déjà bien fonctionné, qu'est-ce qui pourrait être amplifié pour aller encore plus loin?
Là, les points positifs doivent vraiment être cités pour pouvoir mettre en avant les capacités de l'interlocuteur et l'aider à les développer. On apporte vraiment des idées actionnables pour dépasser le bien et l'amener au encore mieux. Ça, c'est vraiment des choses qu'on conseille et qu'on donne aux managers qu'on peut accompagner dans notre quotidien, de se dire on amplifie sur ce qui fonctionne déjà bien, qu'est-ce qu'on a envie d'aller chercher encore plus pour être dans le mieux-être, dans le mieux fonctionner. Et on a ensuite le troisième A, qui est donc le A pour l'ajustement, qui est là la question de qu'est-ce qui pourrait être ajusté, qu'est-ce qui pourrait être ajouté pour améliorer encore plus le tout. Là, attention, ce qui est important à garder en tête, c'est qu'on note vraiment l'usage du verbe ajuster et non supprimer, retirer, enlever ou virer. Il n'est vraiment pas question ici de détruire, mais vraiment d'aller transformer positivement pour améliorer. On est dans du plus. Donc, le choix des mots, le poids des mots est aussi important ici pour cette technique sur le feedback 3A. Donc, voilà pour ces deux techniques, deux outils de feedback qu'on voulait vous livrer aujourd'hui. Voilà, j'en profite pour vous dire que vous allez de toute façon avoir le support qui va vous être envoyé. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, vous aurez le temps de regarder tout ça à froid. Mais c'est vrai que c'est un outil du coup qui est intéressant parce qu'il permet vraiment de faire grandir, d'amener la personne vers du mieux. Et c'est en cherchant assidûment vraiment le positif et les opportunités qu'on finit par les apercevoir. Je continue, j'en parlais juste avant avec une technique de partage entre pairs qui permet de consolider par la répétition et par l'entraînement. De quoi est-ce qu'on va parler ici? Il faut savoir que lorsqu'on est sur l'apprentissage d'une nouvelle connaissance, nous passons par 4 phases. On passe d'abord par ce qu'on appelle la phase de l'incompétence inconsciente. Je ne sais pas que je ne sais pas faire. Par exemple, sur une activité sportive ou autre, une activité qu'on ne connaît pas ou un instrument qu'on ne connaît pas, qu'on nous fait découvrir, je ne sais pas que je ne sais pas puisque je n'ai jamais pratiqué, je ne connaissais pas cet instrument. Ensuite, on va pouvoir passer sur ce qu'on appelle l'incompétence consciente. Une fois que je suis au courant que ce sport existe, je sais que je ne sais pas pratiquer ce sport-là. Là, on est vraiment sur ce qu'on appelle la prise de conscience. On a une rupture à l'intérieur du cerveau. On se dit, très bien, je sais que je ne sais pas. OK. Ensuite, on passe à la troisième phase de l'apprentissage, ce qu'on appelle la compétence consciente. C'est-à-dire, si on a appris à pratiquer ce sport-là, on va pouvoir mobiliser sa fameuse attention et sa motivation si on est passionné par ce sport et cette compréhension. Et par le biais de l'effort et par le biais de la répétition, qui est le sujet du moment, on va pouvoir arriver à une compétence consciente. Je sais que je sais. Et enfin, on peut aussi basculer en quatrième point sur ce qu'on appelle la compétence inconsciente, où là, on a vraiment entraîné suffisamment notre cerveau, on a créé ces fameuses connexions de manière suffisamment régulière pour que le cerveau devienne expert sur le sujet, que ça devienne un automatisme et que je ne sais plus que je sais. Si je vous prends un autre exemple de la vie quotidienne qui doit concerner la plupart d'entre vous, quand vous avez appris à conduire. Quand vous avez appris à conduire, au départ, il y avait plein d'informations à avoir en tête. Il fallait regarder les panneaux, il fallait faire attention à la vitesse, il fallait les pédales, il fallait le levier de vitesse pour les voitures manuelles à l'époque. Maintenant, on n'est plus sur des automatiques, mais à l'époque, c'était plus des voitures manuelles. Il y avait tout un tas d'informations à garder en tête et ça nous paraissait être un monde. Et au bout d'un moment, à force de pratique, à force d'entraînement, la plupart d'entre nous, on est arrivé en point numéro 4, en compétence inconsciente. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans votre voiture, vous faites les choses machinalement. Vous ne réfléchissez même pas. Même ça peut vous arriver quand vous allez d'un point A à un point B, de conduire et de vous dire en arrivant au point B, mince. Et là, c'est ce qu'on appelle l'état de semi-conscience. Là, on est sur un autre sujet dans lequel je ne rentrerai pas. Mais en tous les cas, c'est vraiment devenu un automatisme. On est devenu expert du sujet et on ne se rend plus compte qu'on sait faire ce qu'on sait faire. Ce que je voulais vous dire en parlant de ce sujet-là, c'est que pour pouvoir devenir durable, l'apprentissage demande à être consolidé pour permettre une activité automatique presque inconsciente. Consolider les acquis, ça veut vraiment dire passer d'un mode conscient à un mode inconscient. Il faut savoir que ce mode inconscient, il est beaucoup plus puissant et rapide que le mode conscient. C'est lui qui est aux commandes de notre existence à 90% du temps. Le passage du conscient à l'inconscient peut s'assimiler de l'explicite à l'implicite, par exemple.
Pour parvenir à ce stade inconscient, c'est important de répéter à intervalles réguliers les gestes, les connaissances, pour que la mémoire puisse être gravée et que les fameuses connexions neuronales se renforcent. Ce qu'on a envie de vous livrer aussi aujourd'hui, c'est que consolider par la répétition et l'entraînement, c'est encore plus puissant avec d'autres personnes qui peuvent partager notre quotidien. Et c'est ce qu'on appelle la méthode de co-développement. Il faut savoir qu'une fois les savoirs acquis, les connaissances acquises, la question est de pouvoir les transférer dans son propre quotidien une fois consolidées. Comment s'assurer de rester en phase 3 de l'apprentissage, donc en compétence consciente, en maintenant mon attention par la répétition. Philippe Carré disait « On apprend toujours seul, mais jamais sans les autres ». Quelle belle introduction, effectivement. Il faut savoir que cette méthode de co-développement qu'on associe à des parcours de formation plus théoriques, entre guillemets, c'est vraiment une approche qu'on appelle de groupe qui est ouverte, collaborative entre pairs. On va pouvoir répéter, s'entraîner, pratiquer, on va pouvoir réfléchir ensemble sur l'action et on va consolider les apprentissages sur le long terme. Il faut savoir que les personnes qui se regroupent en méthode de co-développement ont pour projet commun de pouvoir expliciter, partager leurs meilleures pratiques. Donc, si elles les partagent, c'est qu'elles s'en souviennent, c'est qu'elles les ont mémorisées et donc ça leur permet de les répéter, de les entraîner, donc de les consolider. Et elles peuvent aussi entreprendre des actions qui peuvent avoir des impacts sur leur communauté. Le fait d'être ensemble, de partager ensemble, ça va aussi stimuler des émotions positives ou négatives, peu importe, mais ça permet d'accueillir ces émotions, ça permet de les laisser aussi au sein du groupe pour pouvoir se concentrer ensuite sur la compréhension d'une situation avec une prise de recul, une prise de conscience, et ça permet vraiment d'avoir une dimension plus puissante, plus forte que lorsqu'on est concentré seul dans notre quotidien où parfois on n'a pas cette prise de recul et le fait de faire ce pas de côté et d'être avec ses pairs, ça permet de s'autoriser cette prise de conscience. Il faut savoir qu'en combinant donc des séances de formation et des ateliers de co-développement, les sources d'apprentissage sont multipliées, sont répétées sous différentes formes et l'adhésion est vraiment facilitée entre pairs, que ce soit par le biais de jeux de rôle, de mise en situation, de cas pratiques. On peut aussi faire intervenir le théâtre d'improvisation en entreprise, qui est un levier extrêmement puissant et qui permet d'activer vraiment le lâcher-prise, d'accueillir les émotions, de supprimer ces notions de non-jugement. Voilà, toutes ces sources d'apprentissage qui sont répétées, consolidées, ça permet vraiment d'activer l'apprentissage et de s'assurer d'avoir des formations vraiment efficaces pour les apprenants. Si je continue sur le sujet de la focalisation de l'attention sur l'essentiel et dans la durée, comme disait Herbert Simon, une abondance d'informations crée une rareté d'attention et le besoin de répartir efficacement cette attention parmi la surabondance des sources d'informations qui peuvent la consommer. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis ça? Je veux dire que l'attention, c'est une priorité cérébrale qui est complexe et qui a deux fonctions. La première, celle de pouvoir dégager une conscience du monde qui nous entoure. Je sais ce qui se passe autour de moi, j'en ai conscience. Et la deuxième fonction, c'est de pouvoir réguler volontairement nos pensées et nos sentiments. L'attention, elle se caractérise par son intensité. Quand on est vraiment passionné par un sujet, on peut passer du temps dessus et on peut ne pas compter ses heures. Sa sélectivité, bien sûr, en fonction de l'intérêt ou non, et son contrôle. Comment est-ce que je contrôle mon attention par rapport à mon environnement, par rapport à des distractions éventuelles? C'est des choses à garder en tête. Ce qui est important aussi, et ce qu'on voulait vous livrer, c'est que capitaliser sur les sens et sur l'émotion pour favoriser l'attention des apprenants, c'est ce qui va être vraiment extrêmement puissant et qu'on peut utiliser en tant que levier pédagogique pour se concentrer sur l'attention. Ce qui peut être mis en place et ce qui est intéressant à utiliser pendant l'animation de formation, c'est ce qu'on appelle stimuler tout le VACOG. Qu'est-ce que le VACOG? Le VACOG, c'est l'utilisation de nos 5 sens, donc visuel, auditif, kinesthésique qu'on utilise principalement en formation. On a aussi l'auditif et l'olfactif et le gustatif, voilà, qui peuvent être aussi utilisés. C'est un petit peu plus challenging, comme on dit en formation, mais ça peut être le cas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met du mouvement. Ça veut dire qu'on crée des animations, des vidéos. On utilise le photolangage aussi pour s'assurer d'aller stimuler tout le fonctionnement de la personne. Parce que l'apprenant que vous avez en face de vous, vous ne savez pas par quel biais, par quel canal préférentiel il apprend.
Est-ce que c'est le visuel, l'auditif, plutôt le kinesthésique? Le kinesthésique étant plus le côté vraiment touché, le côté un petit peu plus palpable. Et donc, puisque vous ne le savez pas, c'est important de pouvoir proposer une palette différenciante. Et encore une fois, si je propose une source d'information qui est à la fois visuelle, à la fois il y a du texte et peut-être une vidéo, on va pouvoir renforcer l'apprentissage de ces informations. Il vaut mieux toujours avoir moins d'informations et passer du temps à les répéter de manière différente, de manière ludique, pour favoriser l'apprentissage. Qu'est-ce qui est important aussi de faire? Varier le son de sa voix, moduler sa voix, passer sur un rythme de parole différent, être plus lent, être plus patient, prendre le temps de faire les choses. Ou alors au contraire, parler plus fort quand on a une information à donner et qui est particulièrement importante. Jouer avec les expressions du visage, parler avec les mains également. Plein de choses à faire. Mettre le corps des apprenants en mouvement. J'en parlais avec le théâtre d'improvisation. On peut faire des mouvements, faire marcher les apprenants, voilà, créer des ruptures. Il y a plein de choses qui sont possibles de faire. Utiliser l'imagination, l'imaginaire et créer ce qu'on appelle des ruptures au bout de 10 minutes. C'est-à-dire, on change complètement de sujet ou alors on part sur une réflexion créative. On part vraiment sur autre chose pour s'assurer de maintenir cette attention sur l'essentiel et dans la durée. En formation, on aime bien faire ce comparatif-là, comme dans une relation managériale. Tout se joue au départ de l'interaction et dès les premières secondes. Et c'est vrai que c'est assez difficile de revenir sur cette première impression. Coluche disait la première impression est toujours la bonne, surtout quand elle est mauvaise. C'est une métaphore un petit peu humoristique, mais voilà, c'est juste pour dire que c'est effectivement ces premières secondes sont vraiment cruciales et tout va se jouer à ce moment-là. C'est pour ça qu'un climat émotionnel favorable qui peut s'installer par le contact visuel, par la qualité de l'attention, ce sont vraiment des choses qui sont indispensables. Et ça me fait une transition pour vous parler du sujet suivant. Un préalable à l'activation de son écoute pour focaliser son attention, c'est ce qu'on appelle la synchronisation. La synchronisation à l'autre, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment la création du rapport de confiance avec son interlocuteur qui passe par l'adoption des mêmes positions, gestes, ton de voix, type de mots que son interlocuteur. On va créer un effet miroir avec la personne qu'on a en face de soi et ça va nous permettre de nous synchroniser et de créer cette ouverture au dialogue. On a également l'écoute, bien sûr, on en a parlé, l'écoute active et on a également l'écoute empathique. À utiliser en fonction des différentes situations. L'écoute active, c'est un concept développé à partir d'un psychologue américain qui s'appelle Carl Rogers. Et le principe, c'est vraiment de développer le questionnement et la reformulation pour s'assurer que l'on a compris le message. On passe également par le langage du corps, parce que 93% de notre communication passe par le langage non verbal, la façon dont notre corps bouge, la façon dont on a nos expressions du visage qui se mettent en marche. Tout ça, c'est à prendre en compte, c'est important. On a ensuite ce qu'on appelle l'écoute empathique, qui est là une posture qui consiste vraiment à aller au-delà de ce qui est dit explicitement pour pouvoir capter les signaux émotionnels de l'autre et leur donner un sens. Cette technique, elle réclame vraiment d'être totalement présent à soi et à l'autre, bien sûr. L'art de la reformulation, on en a évoqué quelques mots juste avant, pour construire ce qu'on appelle une relation vraiment constructive et pour pouvoir rassurer sur son écoute. Ce qui est important à garder en tête, c'est que la reformulation, c'est vraiment une méthode non directive, c'est-à-dire qu'elle permet de vérifier sa compréhension sur ce qui vient d'être exprimé, de valider son niveau de perception et sur celui de notre interlocuteur, de démontrer les capacités d'écoute et l'intérêt pour l'interlocuteur, bien sûr. Et ça permet aussi de recentrer un entretien dans le cas où la personne part un petit peu dans tous les sens, on est en digression ou alors il y a certaines incohérences. Donc, c'est vraiment une méthode qui est extrêmement efficace. Il existe plusieurs types de reformulation. Encore une fois, ce n'est pas encore le sujet aujourd'hui, mais en tous les cas, au moins, vous savez que tous les bénéfices qu'elle peut avoir et ce qu'elle peut amener au quotidien dans la relation à l'autre. Le besoin d'engagement actif maintenant pour maintenir l'attention. Vous vous en souvenez, on en a parlé précédemment. Apprendre fait vraiment sortir l'apprenant de sa zone de confort et requiert un investissement considérable. Et c'est au travers d'un engagement émotionnel dans notre expérience d'apprentissage que nous progressons le mieux. Il s'agit là de quoi? D'aller pouvoir rechercher dans l'apprentissage ce qui est pertinent pour notre propre vie et d'identifier ce qui peut être pertinent pour ce que nous apprenons. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir nourrir la motivation indispensable à la poursuite d'un apprentissage.
En management, il faut savoir que les états émotionnels liés à la peur et au stress excessif, par exemple, affectent énormément l'attention, la mémoire et la prise de décision. D'où l'intérêt de pouvoir réunir des groupes entre pairs pour pouvoir partager, livrer ces émotions-là, s'en libérer, pour pouvoir ensuite se concentrer sur concrètement la compréhension, la prise de décision, le raisonnement sur des sujets plus opérationnels ou plus hiérarchiques, si jamais c'est le sujet, bien sûr. Qu'est-ce qui est important de garder en tête? C'est de pouvoir distinguer la motivation de la mobilisation. La mobilisation, elle est ponctuelle, elle est collective et peut être décrétée, alors que la motivation, c'est important de voir la différence, elle est individuelle, elle ne peut pas être décrétée, c'est-à-dire qu'elle émane vraiment de l'individu, de l'intérieur de soi, donc de manière intrinsèque, et elle peut être éventuellement influencée positivement, bien sûr, par l'environnement et par le manager, qui est une personne clé, qui est une personne centrale vis-à-vis de l'investissement et de la mobilisation et de la motivation du collaborateur. Et donc là, c'est vraiment le côté extrinsèque. Motiver un collaborateur, c'est vraiment savoir créer les conditions qui vont pouvoir limiter ce qu'on appelle les pollutions motivationnelles. Ce qui est important, c'est de pouvoir créer une sécurité psychologique de la part du collaborateur pour qu'il puisse se sentir autorisé à s'exprimer avec tout ce que ça comporte, exprimer ses doutes, ses peurs, ses besoins, ses envies, ses aspirations, ses ambitions, et vraiment s'assurer d'être dans un fameux climat de confiance qui est renforcé par des techniques de communication verbale, non verbale et paraverbale qu'on vient de voir précédemment. Vous avez aussi, on vous les livre là comme ça, qu'on ne pourra pas forcément détailler aujourd'hui, mais en tous les cas, ça vous donne quelques pistes de réflexion autour des leviers de la motivation en entreprise. Qu'est-ce qui va venir motiver un collaborateur et s'assurer de faire le focus sur son attention, sur sa compréhension, pour faire le lien encore une fois avec les neurosciences et le neurolearning. On a tout d'abord celle qu'on a en tête de manière assez simple, entre guillemets, qui est la rémunération, mais il existe bien d'autres choses. L'organisation du travail, quelle est la charge de travail, les moyens mis à disposition, comment s'organise une journée, l'intérêt du poste et des missions, bien sûr, quel est le sens du travail, son utilité, sa compréhension, la reconnaissance vis-à-vis de ses pairs, des collaborateurs ou de la hiérarchie, reconnaissance de la personne, des résultats, des qualités humaines ou des compétences. On a également l'évolution professionnelle. Quelles sont les opportunités, la mobilité, la formation, la qualité de vie au travail, bien sûr, le bien-être, ce que je mets en place pour donner de la flexibilité, un équilibre vie professionnelle, vie personnelle, et également le management, bien sûr, qui est pour nous central et qui est au cœur du bien-être du collaborateur. Le feedback qu'on peut donner, on l'a vu, la prise d'initiative qui va pouvoir être faite de la part du collaborateur et l'autonomie qu'il va pouvoir avoir dans son quotidien, dans son fonctionnement et des tâches qu'il va pouvoir mettre en place. Et bien sûr, je termine par elle, mais elle n'est pas moins importante, ce qu'on appelle la culture d'entreprise, le sentiment d'appartenance à un groupe, l'ambiance, l'atmosphère qui peut y régner, les relations et la communication. Pour résumer, et après on prendra 5 minutes pour pouvoir répondre à vos questions et vos commentaires si vous en avez, une citation de Benjamin Franklin qui résume bien ce qu'on vient de s'évoquer. « Dis-le-moi et je l'oublierai, enseigne-moi et je m'en souviendrai, implique-moi et j'apprendrai ». Et c'est ce sur quoi on a envie d'insister pour terminer. C'est sur vraiment l'apprentissage. Comment est-ce que j'apprends? En étant impliqué, donc en connaissant les différents fonctionnements du cerveau, en pouvant aller activer l'attention et la motivation et la mobilisation et la compréhension et la prise en compte des émotions, bien sûr, qui a un rôle clé dans l'apprentissage de l'apprenant. Merci beaucoup pour votre attention, c'est le cas de le dire, n'est-ce pas? Et on va maintenant répondre à quelques-unes de vos questions, s'il y en a. Alors, donc le contenu, oui, pour ceux qui n'ont pas vu l'information, le support va vous être partagé après la formation, bien sûr. Alors, si vous avez des conseils pour maîtriser les émotions, pour mieux apprendre, faire apprendre, merci. Bien sûr. Alors, des conseils pour maîtriser les émotions, ce qui est important en premier lieu, c'est de pouvoir en avoir conscience. Prendre conscience de nos émotions et prendre conscience sur en quoi est-ce qu'elles vont pouvoir influer nos prises de décision dans notre quotidien et dans le monde de l'entreprise. Ça, c'est déjà un premier pas qui permet vraiment d'aller vers une maîtrise de ces émotions. Avant d'aller dans la maîtrise,
On est dans la prise de conscience et dans la compréhension de l'influence qu'elles peuvent avoir dans le monde des entreprises. On peut aussi, pour pouvoir maîtriser ses émotions, utiliser des outils, ce qu'on appelle de connaissance de soi, de diagnostic des talents managériaux. Nous, il y en a un qu'on aime bien utiliser chez ECO qui s'appelle le Talent Leadership Process. On fait vraiment le lien entre nos talents, nos préférences dans le travail avec notre fonctionnement. Donc, mieux apprendre à se connaître, ça peut permettre de comprendre quelles émotions viennent nous chercher à ce moment-là et qu'est-ce qui fait qu'on se sent un petit peu titillé sur tel ou tel sujet, notamment. Quand il passe dans le monde contre-productif, il y a peut-être des aides, des conseils pour aider. Tout à fait, exactement. Est-ce que les connexions neuronales peuvent se détruire par un manque de pratique ? Se détruire, non, mais elles peuvent un petit peu se faner, si je peux reprendre une métaphore un petit peu autour de la fleur, c'est-à-dire, encore une fois, le cerveau est un muscle, donc si on ne l'entraîne pas, les choses peuvent se faner, mais ce qui est intéressant et ce qu'on a vu, c'est que le cerveau peut se reprogrammer et on peut apprendre tout le temps. Donc, à partir du moment où on remet un savoir au cerveau, même qui a été oublié depuis des années, on le dit, hein, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas, ça va demander de la pratique, mais on va pouvoir réactiver ces connexions neuronales. Pour le VACOG, on parle de filtres en PNL, il y a aussi les modes. Tout à fait, on n'est pas rentré dans le sujet de la PNL, mais c'est quelque chose aussi qu'on pratique. Donc PNL, pour les personnes qui ne savent pas, c'est la programmation neurolinguistique et c'est le fait de pouvoir aller faire prendre au cerveau des stratégies plutôt de réussite différentes et lui faire emprunter des chemins particuliers. Donc oui, on parle de filtres aussi, les filtres de la réalité qui font on observe notre monde d'une manière différente et qui peuvent obstruer aussi notre communication, bien sûr. Alors, je continue. Était en avance sur les neurosciences, oui, tout à fait. L'écoute active demande une sérieuse formation. Oui, l'entretien d'explication est absolument nécessaire et demande aussi une formation. Tout à fait. En effet, l'écoute active vraiment demande une formation à part entière. C'est vraiment, il y a plusieurs types d'écoute qui existent. Il y a plusieurs niveaux d'écoute aussi, en fonction, on l'a dit, du timing de la personne, hein, pour faire le lien avec le feedback dont on a parlé précédemment. Il peut y avoir énormément de choses qui viennent perturber cette écoute-là et la façon dont on va pouvoir aussi calibrer la personne. On a fait le lien avec la synchronisation tout à l'heure. Il existe aussi la calibration, c'est-à-dire l'observation fine des comportements de notre interlocuteur. Là, l'objectif, ça va être de pouvoir se créer ce qu'on appelle un glossaire, c'est-à-dire une sorte de dictionnaire de la personne qu'on a en face de soi, où quand elle agit de cette manière-là, c'est ça qu'elle veut dire. Si je pose une question, par exemple, à mon collaborateur sur ses résultats de l'année dernière et qu'il se gratte la tête, peut-être que ça veut dire qu'il est un petit peu gêné. Ou alors, si une personne regarde par terre au moment où on est en train d'un petit peu évoquer ses émotions, ça veut peut-être dire quelque chose aussi. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place, qui est utile qu'on peut mettre en place plus facilement quand on connaît la personne et qu'on interagit avec elle dans le quotidien. C'est quelque chose qui est plus simple à mettre en place, mais c'est des choses aussi qu'on peut pratiquer, tout autant que la reformulation dont on a parlé aussi précédemment, bien sûr, avec... J'en profite qu'il reste encore quelques minutes pour vous donner d'autres petits outils. On a les différents types de reformulation. On a la reformulation écho, la reformulation miroir, où là, on va vraiment reprendre textuellement les mots et les expressions de la personne pour lui permettre une prise de conscience de la façon dont elle s'exprime et pour nous permettre de mieux comprendre ce qu'elle peut aussi générer, évoquer. On a ensuite ce qu'on appelle la reformulation résumée, où là, ça pourrait être intéressant pour une personne qui a tendance à en dire beaucoup, à partir peut-être sur des sujets différents. Ça permet vraiment de recentrer et de s'assurer qu'on est sur le bon sujet au bon moment. Et on a aussi après la reformulation qu'on appelle clarification, où là, on va pouvoir donner un autre point de vue, une autre paire de lunettes à l'interlocuteur qu'on a en face de soi et s'assurer de lui permettre une ouverture d'esprit. Ça permet aussi de montrer peut-être une erreur qui est faite par son interlocuteur sans être dans le reproche. On est vraiment sur des notions de communication non violente où au lieu de pointer, d'être dans le reproche, de dire tu n'as pas dit ça comme ça ou tu aurais dû faire ça comme ça, on reformule, on clarifie. Autrement dit, est-ce que c'est ça que tu voulais dire ? Si je comprends bien, est-ce qu'on est vraiment sur ce sujet-là ? Et encore une fois, ça permet vraiment de responsabiliser la personne, de lui rendre cette responsabilité, de s'assurer que c'est elle qui est maître de ses propos, qui est maître de sa pensée et que c'est pas nous qui faisons des interprétations plutôt hâtives.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est tout bon. Ben, écoutez, on vous remercie beaucoup avec Audrey d'avoir participé à ce webinaire qui est le premier d'une longue série. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si vous souhaitez suivre nos prochaines actualités. Ça a été un plaisir de pouvoir vous accompagner. On vous dit à très vite. Vous allez recevoir bien sûr le support par email et on est à votre disposition si vous avez des questions, des partages ou des remarques. Ce sera avec grand plaisir. Merci à tous et on vous souhaite une très bonne journée et un bon appétit puisque c'est l'heure. Merci. Au revoir.